Ladies and gentlemen, please take your seats. Mesdames et messieurs, je vous prie de vous asseoir. La cérémonie d'ouverture de l'IGF 2019 va bientôt commencer. Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, veuillez prendre place. La cérémonie d'ouverture de l'IGF 2019 va bientôt commencer.
Ladies and gentlemen, please Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. La cérémonie d'ouverture de l'IGF 2019 va bientôt commencer.
I don't know how. Je ne sais pas comment vous avez trouvé cette invention artistique et dansée des Flying Steps, mais pour moi, cela correspond à l'idée même de l'IGF, de sa recherche pour la liberté, l'accès, l'inclusion, l'innovation et la co-création. Il faut repenser à 25 ans auparavant, à l'origine de cette compagnie de danse en 2003, où tout a commencé avec une pièce de carton, un morceau de carton à Berlin, sur la Kudamm. Et cette compagnie a créé à partir de là une histoire de succès, une success story, grâce notamment à Internet. Dans cet esprit, Votre Excellence, Monsieur le Secrétaire général Antonio Guterres, Votre Excellence, Madame la Chancelière, Madame Angela Merkel, ministère, secrétaire, Excellence, chers représentants de toutes les parties prenantes, chers invités, je vous accueille à ce forum sur la gouvernance de l'Internet 2019 et à la cérémonie d'ouverture, 30 ans exactement après la chute du mur. Nous sommes environ 2400 participants dans cette salle, mais il y en a beaucoup plus en réalité. Grâce à l'IGF, nous sommes connectés, grâce à des plateformes à distance, avec des personnes partout, en ligne, sur les 5 continents. Donc je vous remercie pour avoir donné un peu de votre temps et d'énergie à cette rencontre multipartite pour faire en sorte que cette rencontre soit un grand succès. Ce forum va se concentrer sur 3 sujets: la gouvernance des données, la sécurité, ainsi que l'inclusion numérique. Et il y a une question au centre des débats. Comment s'assurer d'avoir un web, un Internet ouvert et libre demain? Comment promouvoir et protéger un monde, un réseau, une vision? This Comme vous l'avez vu, voilà votre vision. Cela montre à quel point le dialogue est apprécié, toutes vos perspectives, tout ce que vous apportez. Je remercie l'ONU pour cette opportunité de nous réunir ici. Et c'est un grand honneur pour moi de donner la parole à son Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Madame la Chancelière Angela Merkel, Excellences, Mesdames et Messieurs, chers amis,
Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et c'est un honneur de partager cette scène avec Madame la chancelière Angela Merkel. C'est un privilège de partager son histoire unique en tant que chimiste, alors que moi je suis un ingénieur électrique, car nous avons tous les deux fini comme hommes et femmes politiques. En tant que politiques, nous devons faire face aux plus grands défis actuels et faire en sorte que une gouvernance de l'Internet responsable et efficace donne un sens à notre avenir, ainsi que les technologies numériques. La gouvernance de l'Internet change à une vitesse incroyable. L'impact des technologies numériques est parfois comparé avec l'imprimerie de Gutenberg au XVIe siècle, en 1439. Il permettait de partager la connaissance, mais à une vitesse différente. À une époque où la plupart de la population ne savait pas lire et écrire, il a fallu 5 siècles jusqu'à ce que la majorité de la population puisse lire et écrire. Mais pour Internet, il a fallu 25 ans seulement pour être dans le monde entier. Les technologies numériques façonnent l'histoire, mais cela montre la voie aussi. Où est-ce que cela va nous amener? Est-ce que nos droits vont être augmentés ou diminués? Est-ce que nos sociétés civiles vont être plus égales ou moins égales? Est-ce que le monde va devenir plus sûr ou moins sûr? La réponse à ces questions dépend de notre capacité à collaborer au-delà des disciplines, des nations, des divisions politiques. Nous avons une responsabilité collective à donner une direction à ces technologies afin de pouvoir en profiter au maximum et d'éviter des conséquences négatives et une utilisation malveillante. Mais nous n'avons toujours pas réussi à garder le rythme. Il y a même dans les pays les plus développés, nous n'avons pas encore adopté des réglementations pour l'innovation. Il y a de grandes différences entre les cultures, entre les opinions, et cela freine la réglementation. Le secteur privé change grandement. Parallèlement, les dirigeants politiques préfèrent des processus consultatifs et veulent créer des réglementations, un cadre réglementaire, avant de créer plus de clarté. Il y a beaucoup de choses qui changent et les dirigeants politiques regardent ces changements et ont regardé pendant trop longtemps ces changements sans prendre part. Mais maintenant, nous voulons faire face à cette fracture. Il y a encore beaucoup de choses à accomplir au niveau international et même en Europe, des défis à surmonter. Cela met en danger notre aspiration commune pour un Internet libre, ouvert, fiable et sûr. Un monde, un réseau, une vision. Et pour moi, il est évident que nous vivons dans un même monde. Mais ce n'est pas toujours évident de voir que nous vivons avec seulement un seul réseau. C'est un moment tout à fait chargé d'émotions, alors qu'il y a 30 ans, nous avons vu la chute du mur de Berlin. Et pour moi, c'est une grande frustration de voir qu'aujourd'hui, non seulement nous continuons à créer des mondes physiques pour séparer les citoyens et citoyennes du monde, mais aussi parce qu'il y a une tendance à créer des mondes numériques, virtuels, sur Internet, qui sont aussi là pour séparer les personnes. La seule façon de l'éviter, c'est d'avoir une seule vision, un monde. Et je pense et j'espère qu'ainsi, nous pourrons avoir un seul Internet. Aujourd'hui, un Internet ouvert, libre, sûr, accessible, fait face à des grandes menaces,
de l'insécurité. Il y a des divisions profondes, des ruptures profondes, politiques et sociales. Et je vais en parler. Tout d'abord, la fracture numérique. Aujourd'hui, il y a toujours 3,6 milliards de personnes qui n'ont pas encore un accès complet à Internet. Et généralement, ils font partie des 47 pays les moins développés dans le monde, où Internet pourrait vraiment transformer la société. Dans ces pays, 80% de la population n'a pas accès à Internet. Et l'interconnectivité, pourtant, continue à se développer. Seulement 2% des personnes dans les pays issus de l'Afrique, de l'Amérique latine, de l'Asie ont un téléphone avec accès à Internet. Dans d'autres endroits, près de 27 millions de personnes ont un smartphone avec un accès à Internet. Les technologies de l'information et de la communication créent de l'emploi. Il y a un développement universitaire et technologie, mais 90% des startups qui ont un capital ont été fondées par des hommes, capital risque. Nous devons y faire face. C'est notre priorité pour le développement durable, mais aussi pour l'équité entre les hommes, l'égalité entre les hommes et les femmes. Nous devons faire encore mieux, surtout pour les jeunes femmes dans les pays en développement. Il y a beaucoup d'initiatives qui doivent être mieux soutenues, qui doivent être accélérées. Il faut changer les projets de connectivité, par exemple le projet GIGA de l'UNICEF ainsi que de l'UIT pour connecter toutes les écoles dans le monde d'ici 2030 à Internet. La fracture numérique est approfondie par le manque d'expertise technologique. Pour cela, il faut mettre en œuvre la recommandation de mon groupe de haut niveau sur le développement des capacités excellence. La fracture numérique s'accompagne d'une rupture sociale. Nous ne pouvons pas éviter la question de savoir si nous avons un outil grâce à Internet pour nous réunir ou pour nous diviser. Je crois qu'Internet peut être une force puissante pour le bien de l'humanité, mais nous l'avons aussi vu, c'est aussi un outil pour des utilisations malveillantes. Les réseaux sociaux peuvent nous mener dans un piège, nous montrer des préjugés. Il faut voir comment notre vie, notre discours politique, notre société est influencée par une industrie des fournisseurs de réseaux mondiaux. L'intelligence artificielle et ses applications peuvent être utilisées pour manipuler et surveiller les comportements, pour une publicité intrusive, pour manipuler les électeurs, pour contrer les manifestants et pour semer l'incompréhension, la reconnaissance faciale, la localisation, les capteurs biométriques. Comment pouvons-nous faire en sorte que les droits de l'homme puissent être valables en ligne comme hors ligne? La Commission sur les droits de l'homme et d'autres organisations travaillent pour mieux comprendre les droits de l'homme et leur application dans le cyberespace. Nous devons aussi comprendre la relation entre les progrès numériques et l'inégalité. La nouvelle technologie a permis d'augmenter le nombre de milliardaires ces 20 dernières années. L'utilisation de technologies numériques par ceux qui en profitent ont permis de montrer les différences et la fracture entre les personnes qui en profitent et ceux qui n'en profitent pas. Il y a des conflits sociaux. Nous savons aussi que l'utilisation des technologies, selon leur diffusion ou pas, provoque plus de fractures sociales. Il faut maximaliser les biens communs numériques. C'est important et il faut le soutenir. Mesdames et messieurs, permettez-moi de parler de la fracture la plus dangereuse, la fracture politique. Aujourd'hui, il y a un vrai risque de rupture géopolitique en matière
de sécurité des systèmes Internet. Nous voyons l'utilisation de la technologie 5G ainsi que de tous les efforts de certains États pour construire des plus hautes barrières et l'augmentation des cyberattaques transfrontalières de l'autre côté. Il y a aussi des conflits entre les États membres. Ce n'est pas seulement des prévisions pour le futur, mais le futur de notre société. Les mécanismes de coopération et de confiance sont indispensables. La variété de cyberattaques détruisent la confiance et montrent l'utilisation hostile du cyberespace. Les dangers potentiels requièrent une réponse collective bien plus importante. Si nous ne travaillons pas ensemble pour faire face à ces fractures, on se rappellera de notre génération comme la génération qui a ruiné tous les potentiels d'Internet, avec toute sa puissance pour réunir, avec sa légitimité. Je pense que les Nations Unies sont la plateforme appropriée pour faire face à ces défis mondiaux. J'aimerais vous proposer 3 possibilités de faire en sorte que le Forum sur la gouvernance de l'Internet puisse mener la voie. Cette plateforme doit être une plateforme pour le monde entier, pour des parties prenantes, des entreprises, la société civile, qui se réunissent pour parler de leur expertise politique, pour débattre des problèmes technologiques, des principes de base, et pour créer des normes appropriées grâce à ces idées. Deuxièmement, je vous invite à soutenir la recommandation sur la coopération numérique et les possibilités d'engagement mondial pour la confiance numérique et la sécurité. Cela est ouvert pour les gouvernements et les institutions dans le monde entier pour éviter d'autres fractures et divisions politiques. Il faut un meilleur cadre pour le cyberespace. Il y a eu l'appel de Christchurch, par exemple, ainsi que les appels menés lors de l'Assemblée générale des Nations unies. En septembre, nous avons fêté le 75e anniversaire des Nations unies et l'avons répété. Enfin, nous avons un envoyé technologique pour travailler avec les gouvernements et la société civile pour créer un cadre réglementaire et pour un futur partagé numérique qui réunit les citoyens et citoyens. Excellence. Cela permet de créer des bases pour un avenir partagé numérique dont nous serons fiers pour les futures générations. Un avenir avec un monde, un réseau et une vision. Et je vous encourage, je vous invite à continuer vos efforts cette semaine. Merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup, Excellence. Maintenant, je vais donner la parole à Son Excellence, la chancelière de la République fédérale d'Allemagne, Dr. Angela Merkel. Permettez-moi de parler allemand, donc veuillez s'il vous plaît prendre vos casques et les outils technologiques qui sont mis à votre disposition. Monsieur le secrétaire général Guterres, cher Antonio, Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames, Messieurs les députés du monde entier, Mesdames, Messieurs, soyez les bienvenus ici à Berlin. C'est pour moi-même et pour le gouvernement fédéral une grande joie de vous accueillir ici avec vos idées pour l'avenir de l'Internet. Je vous en remercie très cordialement. Et tout comme le secrétaire général des Nations Unies vient de le dire, il a été ingénieur électricien, moi-même j'étais physicienne. Et on avait un petit peu des détours dans nos carrières professionnelles.
Mais peut-être pour les évolutions technologiques, il est peut-être très intéressant d'avoir des responsables politiques qui sont des experts techniques, même s'il n'en reste que quelques restes de nos connaissances, de nos compétences. Mais peut-être c'est quand même quelque chose de très utile pour bien comprendre le monde. Le forum de la gouvernance d'Internet se tient déjà pour la 14e fois, mais c'est la première fois qu'il se tient ici en Allemagne. En tant qu'hôte de ce forum, et au-delà de cette semaine, nous souhaitons apporter notre contribution à dynamiser les échanges globaux sur les valeurs et les règles de l'Internet. Il devient de plus en plus important de mener conjointement une discussion sur la façon dont nous allons façonner l'Internet. Ensemble, ça veut dire la politique, la société civile, les responsables économiques et les scientifiques. Et ensemble, ça veut dire aussi avec tous les pays. Ça, c'est le principe du multilatéralisme, ça, c'est le principe fondamental des Nations Unies et c'est également la base pour les développements technologiques à l'avenir. Et ceci rend l'IGF tellement précieux. L'IGF réunit des acteurs de l'Internet, de la gouvernance Internet du monde entier pour échanger des idées. Et en principe, on peut dire qu'ici fusionne le monde analogue et numérique. Un monde, un réseau, une vision. Ce leitmotiv de la conférence exprime très clairement de quoi il s'agit. De promouvoir une compréhension commune sur l'aspect futur d'Internet. Quelles sont les valeurs, les principes et les règles qui seront transférés de notre monde analogue dans le monde numérique et quelles procédures utiliser pour cela. La valeur qui est à la base du triomphe d'Internet est la liberté. Et nous le savons tous, la liberté ne va pas de soi. Il faut toujours se battre pour défendre la liberté. Et il faut toujours se mettre d'accord sur une chose, où et comment protéger la liberté. Qu'est-ce que signifie concrètement la liberté? Et quelles sont les limites de la liberté? Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est défendu, notamment quand il s'agit de défendre les droits fondamentaux d'autres acteurs, comme par exemple les enfants, ou quand ces droits fondamentaux sont menacés. Ces derniers mois, nous, Allemands, nous avons beaucoup réfléchi et discuté sur la notion de la liberté pour notre pays. Il y a 30 ans, en novembre 1989, nous avons assisté à la chute du mur. On ne pouvait plus réprimer la soif de liberté des êtres humains dans l'RDA et chez nos voisins en Pologne et en Tchécoslovaquie et en Hongrie et dans les 3 États baltiques. La signification de la séparation de l'Allemagne pour l'Europe est très visible ici à Berlin. Il y a un ancien poste frontière entre l'Est, la partie Est et Ouest de Berlin, qui se trouve seulement à une centaine de mètres d'ici. À l'entrée de ce bâtiment, vous voyez encore quelques restes de ce mur qui pèse des tonnes. Mais la liberté pèse encore plus lourd. Et permettez de vous préciser qu'à quelques centaines de mètres d'ici, j'ai réalisé mes travaux scientifiques. J'ai jamais vu la Sonnenallee, donc la rue, l'adresse ici de mon poste de travail. Il y a 30 ans, le rideau de fer a été aboli et la volonté de la liberté et de l'autodétermination s'est imposée. Notre pays et notre continent a pu se réunir. La liberté de voyager, la liberté de presse, de l'opinion, la liberté professionnelle, tous ces droits fondamentaux se sont imposés finalement en Europe. La liberté et l'espoir de réussir, de progresser ensemble, c'était également la vision du père fondateur d'Internet et du World Wide Web il y a 30 ans. Quelques-uns de ces pères fondateurs assistent également à cette conférence. La conception technologique d'Internet faisait qu'il était capable de surmonter des frontières physiques et géographiques qui pouvaient relier
les êtres humains partout dans le monde. Entre-temps, il y a 4 milliards d'utilisateurs d'Internet. Monsieur Guterres a mentionné la rapidité de ce processus qui n'est même pas capable à l'invention et à la diffusion de l'imprimerie. D'ici quelques années, d'ici 2030, il y aura probablement 7 milliards d'utilisateurs d'Internet. Donc, nous bénéficions tous de cette connectivité globale. Elle permet aux êtres humains de toutes les cultures du globe de se rencontrer au-delà des barrières supposées, des barrières qui sont construites par la politique, par la religion ou par des statuts sociétaux. Mais une chose est vraie, l'Internet est présent dans tous les domaines de notre quotidien. Il y a très peu de gens qui peuvent imaginer une vie quotidienne, une communication, un travail, des achats qui sont purement analogues. Nous utilisons tout naturellement Internet 24 heures sur 24. Et pour nous, il va de soi d'utiliser Internet partout dans le monde. Il s'agit d'un réseau mondial dont les distances géographiques ne jouent aucun rôle. Et une chose est très intéressante dans une perspective technique, les distances géographiques qui sont surmontées par un réseau mondial de câbles sous-marins jouent toujours un rôle. Donc ces distances existent toujours. Une grande partie des connexions de données entre le nord et le sud de l'Amérique passe par les points d'arrivée en Brésil. Et le flux de données entre l'Europe et l'Asie passe par des câbles sous-marins dans le canal Suez. Un autre exemple sont les points de connexion Internet qui relient les différents utilisateurs et les réseaux. Les 3 points de connexion Internet les plus grands se trouvent en Europe, à Francfort, à Amsterdam et à Londres. Et ils nous rattacheront toujours, même si le Royaume-Uni aurait quitté éventuellement l'Union européenne. Cette infrastructure Internet commune est au cœur de l'économie globale. Elle joue un rôle central pour le développement durable et pour les innovations partout dans le monde. Des milliards d'êtres humains peuvent exprimer leur vision, leurs idées sur Internet. Ils peuvent s'échanger, ils peuvent partager des informations, des expériences. C'est sur Internet qu'ont lieu des discours démocratiques et que se passe la formation d'opinion. Et cela dans tous les sens, dans un sens positif, dans un sens négatif. M. Guterres vient de le dire, certains ne quittent plus leur bulle et évitent toute forme d'échange. Et ça, c'est un défi que présente Internet. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles Internet et son caractère ouvert et ses structures décentralisées sont une épine dans le pied de certains. Des États et des régimes non démocratiques relativisent en quelque sorte les libertés que crée Internet. Ils essaient d'imposer leurs intérêts nationaux et de détacher leur réseau de l'Internet global. Il y a également certaines entreprises privées qui font des investissements dans des infrastructures cloisonnées, isolées, ce qui entraîne le risque que des entreprises voient le jour, qui créent des univers parallèles avec ses propres règles, ses propres normes, qui seront à un certain moment imposées aux autres instances. Ça, c'est un sujet très épineux. Et à mon avis, ce forum doit s'opposer à cette perspective parce qu'il faut clarifier une chose. Qu'est-ce que nous comprenons par cet aspect, cette notion de la souveraineté souveraine? Souveraineté numérique. Bien évidemment, la souveraineté numérique a une grande importance, mais il est bien probable que nous avons une conception très différente quand nous utilisons la même notion. À mon avis, la souveraineté numérique ne signifie pas protectionnisme ou règles qui sont imposées par des États, donc la censure. Mais cette souveraineté numérique, pour moi, signifie la capacité
des individus et des sociétés de participer à façonner de manière autodéterminée la société numérique. Donc, dans le monde numérique, une chose est claire, les innovations technologiques doivent être au service des citoyens et pas vice-versa. Nous, en Allemagne, qui avons réussi grâce à l'économie sociale de marché, nous savons que les innovations technologiques et que les entreprises technologiques ne peuvent s'épanouir arbitrairement, mais qu'ils ont toujours besoin de règles qui définissent le jeu. Et ça sera également le cas à l'avenir et dans l'ère numérique. C'est-à-dire, nous avons besoin d'une souveraineté sur ce qui se passe dans le monde. Donc, la souveraineté numérique signifie aussi d'œuvrer en faveur d'un Internet commun, libre et ouvert. Si nous sommes convaincus que le cloisonnement ne signifie pas souveraineté, mais si nous pensons que nous appliquons les mêmes valeurs et les mêmes règles. Sinon, quelles seraient les conséquences de miser sur la souveraineté? Nous aurions un Internet fragmenté, mais à mon avis, les conséquences d'un Internet fragmenté ne seraient jamais bonnes. Internet serait vulnérable pour des attaques. Il faudrait avoir plus de surveillance, plus de filtres de la part des États, plus de censure, de formation. Et il faudrait à un certain moment couper les réseaux Internet et les réseaux de communication mobile. Donc, l'attaque à la connectivité Internet, qui est le pilier fondamental de l'Internet à caractère ouvert et libre, est devenu un instrument dangereux de la politique et nombre d'entre vous en ont fait l'expérience. Ces attaques peuvent priver les êtres humains de leur droit fondamental à l'information et la communication. Et cela rendrait l'idée de base, donc l'idée fondamentale des pères fondateurs de l'Internet, à l'absurde. C'est la raison pour laquelle nous devons tous œuvrer en faveur de la protection d'Internet comme un bien public. Et cela n'est possible en utilisant la gouvernance d'Internet qui nous relie nous tous. Comment nous opposer aux États qui souhaitent s'isoler et cloisonner leur Internet? À mon avis, il faut comprendre que la force des réseaux dépend du nombre des utilisateurs et dépend aussi de la volonté des utilisateurs d'avoir un réseau libre et décentralisé. En d'autres termes, nous devons comprendre qu'il faut agir avec une approche multilatérale. C'est ainsi que nous pouvons élaborer une compréhension commune pour les valeurs, quelles sont les valeurs d'un Internet libre. Je salue le fait que nous allons donc identifier un interlocuteur pour ces discussions-là. Du côté allemand, pendant la présidence du G8 en 2017, nous avons créé un volet pour le numérique dans le G20. Bien évidemment, les G8 ne représentent pas l'ensemble du monde, mais il serait quand même déjà une grande avancée si nous aurions une compréhension commune et un consensus commun sur cette question. Je salue donc le fait que nous avons eu l'engagement de la part de l'ensemble des membres du G8 en faveur du rattachement global Internet et en faveur des standards et des normes internationales. Nous y sommes réussis parce que nous avons également su faire participer la société civile et les acteurs économiques. Aucun État peut y réussir tout seul. Donc pour moi, il est crucial de faire participer toujours les acteurs de la société civile et les acteurs économiques. Monsieur Guterres l'a également mentionné, les femmes qui risquent d'être laissées pour compte dans la création de valeur sur Internet doivent également être intégrées. Et cela signifie
qu'un Internet ne doit pas être façonné uniquement par les gouvernements ou par des États, puisque les questions fondamentales concernent nous tous, chaque individu. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une approche globale, d'un dialogue global, et cette approche multipartite du IGF. Et je suis très reconnaissant de participer à cette conférence pour nous faire part de votre vision, de votre perspective. Ça, c'est une approche très classique. Je pense un travail qui est uniquement concentré sur les gouvernements n'est plus suffisant à l'heure actuelle. C'est la raison pour laquelle il faut œuvrer en faveur d'une approche, une large approche, une approche multilatérale. Internet nous concerne tous, même ceux qui n'ont toujours pas accès à Internet. Et pour cela, nous devons renforcer l'accès à Internet et la participation équitable au processus de la numérisation. Et je me félicite du fait que vous allez négocier, débattre, discuter sur ces questions cruciales. Il y a quelques jours, nous avons tiré une leçon de l'Afrique. L'Afrique prévoit de créer un marché numérique. Ils vont instaurer un délégué qui sera chargé des questions numériques. L'Afrique va donc se concentrer sur le développement du numérique sur le continent et favoriser également un accès pour tous à Internet. Cher Monsieur Guterres, conjointement avec des experts internationaux de la politique, de l'économie, des sciences et de la société civile, vous avez élaboré un rapport sur la coopération numérique. Grâce à vos propositions pour de nouveaux chemins, cette discussion s'accélère et gagne en importance. Quand on parle de la gouvernance d'Internet, il faut toujours se mettre d'accord sur les valeurs. Nous devons nous mettre d'accord sur les droits de l'homme, sur la démocratie, sur l'état de droit qui sont applicables à l'ère numérique. Comment les protéger et comment garantir la participation sur un pied d'égalité. Normalement, nous sommes habitués à transformer tout ce dont nous sommes convenus dans des règles nationales. Mais ici, nous avons besoin de la participation des citoyens et les lois nationales ne suffisent pas à cette fin. C'est donc un grand défi parce que la transformation numérique confronte notre société à des questions fondamentales. Tout ce qui se passe en ligne et qui est faisable techniquement n'est pas souhaitable éthiquement. Ça a été pareil avant l'ère du numérique. Quand on regarde l'intelligence artificielle, il devient très clair que nous devons nous pencher sur ces questions. Donc, il ne suffit pas de discuter sur ce que nous souhaitons, mais sur ce que nous souhaitons éviter. Et si vous me le permettez, ce que nous ne souhaitons pas atteindre par les nouvelles technologies, cette question est quelquefois un petit peu négligée dans la communauté technologique. Il ne s'agit surtout pas de couper les possibilités et les potentialités d'Internet, mais il s'agit de se concentrer sur le bien général. Tout cela ne fonctionne qu'en poursuivant une approche conjointe. Les gouvernements, les organisations internationales et les associations internationales comme la société civile doivent participer à ce processus de réflexion. Ici, en Allemagne, je dois regretter que nous n'avons pas encore trouvé un consensus de tous les partis intéressés. Pensons par exemple aux droits d'auteur. Il y a d'autres sujets qui méritent encore une large discussion. C'est la raison pour laquelle nous devons être ouverts pour organiser des possibilités de participation qui respectent chaque voix qui est exprimée et dans lequel chaque voix a le même poids. S'isoler dans des bulles sur Internet n'est certainement pas la solution pour résoudre les problèmes qui existent. C'est dans ce sens que l'IGF poursuit une nouvelle approche et pour moi, il est un signal
important que grâce à l'initiative de notre ministre, M. Altmaier, des députés du monde entier se sont réunis. Dans une perspective démocratique, c'est également un très grand atout. Par ailleurs, le gouvernement fédéral ne va jamais se concentrer à une perspective purement nationale. Il va toujours penser dans un contexte européen pour élaborer des visions internationales et globales. La restructuration de la gouvernance d'Internet demande un grand effort. Il demande une action commune de la part des États et des parties intéressées. L'Allemagne est prête à façonner la réorganisation de la politique du numérique sous le toit des Nations Unies. Nous sommes convaincus que les Nations Unies et le IGF jouent un rôle clé quand il s'agit d'arriver à un consensus global en faveur d'un Internet libre, ouvert et décentralisé. Mesdames, Messieurs, je vous souhaite bon succès pour le déroulement de cette conférence, l'IGF à Berlin. Laissez-vous inspirer un petit peu par cet endroit où, il y a 30 ans, a commencé un nouvel ère après la chute du mur. Nous, dans l'ancien RDA, n'avions pas pensé que nous assisterons à la chute du mur. Mais la mur a chuté grâce à un contexte très favorable, grâce à la volonté de liberté du peuple. Et on ne sait jamais si les visions qui, à l'heure actuelle, semblent plutôt irréalistes, n'auront pas enfin un issue très positif. Je vous souhaite une semaine d'échanges fructueux avec des personnalités réelles, lesquelles vous auriez éventuellement uniquement rencontrées sur Internet. Et si vous allez boire un coup dans des restaurants sympathiques de Berlin, on peut le faire très bien dans le monde réel et il ne faut pas se limiter purement au monde numérique. Merci. Nous avons été ravis de vous avoir sur scène pour une petite minute de plus parce que c'est l'ère d'Instagram. Donc, pourrions-nous avoir une photo avec vous, Monsieur le Secrétaire Général, s'il vous plaît, oui, sur scène, avec ce magnifique fond bleu, c'est un ciel. Imaginez ce que vous souhaitez. Merci beaucoup d'en être. Donc, les photographes, maintenant, vont devoir suivre. Merci beaucoup. Nous allons prendre une minute à présent, je vous prie, en mémoire d'une personne qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Et je vais prier le sous-secrétaire général Eugène Min de prendre la parole et de nous faire part de ses réflexions et de ses souvenirs.
Excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, avant de commencer la partie suivante du programme de cet après-midi, j'aimerais que vous consacriez quelques instants de votre temps pour commémorer la mémoire de Tariq Kamel, dont vous allez voir la photo à l'écran. Et nous portons tous le deuil de Tariq Kamel, un des pionniers d'Internet, dont vous connaissez la contribution à notre communauté, car au sein de l'ICANN, il était le conseiller en chef auprès du président et vice-président également de l'engagement de l'IGO également. Il était également le ministre de la communication des TIC de l'Égypte, un poste qu'il a occupé du mois de juillet 2004 jusqu'au mois de février 2011. Et il y a 10 ans exacts, en 2009, également lors d'une semaine de mois de novembre telle que celle-ci, il avait organisé la 4e réunion de l'IGF à Sharm el-Sheikh en Égypte. Et au préalable, il avait joué un rôle essentiel lors des négociations du sommet mondial sur la société de l'information également. Et il a permis de développer en fait le modèle d'un modèle d'accès Internet qui soit libre à tous et abordable également. Il est également d'un fort soutien de l'IGF et il a toujours entretenu d'excellentes relations avec mon personnel au sein d'ISAC, mais également avec l'équipe des Nations Unies. Et nous, Tariq nous manquera énormément. Chers collègues, Karen Moby, le PDG de ICANN, souhaiterait également prendre la parole. Vous avez la parole, je vous en prie. Je vous remercie. Je suis vraiment très humble de prendre la parole devant vous pour commémorer la mémoire de Tariq, qui était un pionnier d'Internet et également une personne très engagée dans la gouvernance de l'Internet. Il est également un soutien de l'IGF, ça a été mentionné à plusieurs reprises, car il a contribué également à l'organisation de l'IGF à Sharm el-Sheikh. Et il avait une passion vraiment profonde également pour Internet également, et nous avions un lien étroit également, car il souhaitait également créer des possibilités pour des personnes au sein de son propre pays également. C'était un visionnaire qui était convaincu qu'Internet devrait être gratuit, ouvert, sûr et pour tout le monde. Et c'était également un des avocats de la collaboration multipartite. Et il était convaincu également que tout le monde devrait avoir accès à Internet. Et il a mis en place de très nombreuses initiatives en Égypte, mais également sur l'ensemble du continent africain, et également à ICANN, donc au niveau mondial. Et ICANN a contribué au travail de nombreuses organisations internationales et c'était un étroit ami de moi-même et nous ne l'oublierons pas. Je vous remercie. Il nous manquera. Dear ladies and Mesdames et messieurs, il y a une autre personne qui nous a quittés hier, Jimmy Schultz. Il soutenait l'initiative que Madame la chancelière vient de mentionner, l'initiative du ministre Altmaier pour organiser l'IGF et qu'il y ait dans le cadre de cette période également avec la participation des parlementaires. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais prier sur scène également Hans Jagdhoff, qui est un parlementaire, mais c'est également le président du programme numérique également pour nous faire part de vos réflexions et de vos sentiments. Mesdames et messieurs, l'organisation de l'IGF ici à Berlin est également un signe de l'importance que
L'Allemagne porte à ces manifestations des Nations Unies et un homme qui s'est particulièrement organisé pour cette organisation pour que l'IGF ait lieu à Berlin était Jimmy Schulz. Avec son engagement passionné pour l'IGF, il n'était pas seulement quelqu'un qui était un pionnier, pas uniquement dans le monde entier, mais également en Allemagne. Et Jimmy Schulz était déjà depuis de nombreuses années un des membres qui participaient régulièrement à l'IGF. Et je sais que cela avait été l'un de ses derniers grands objectifs dans sa vie, à savoir de pouvoir participer à l'IGF cette année à Berlin. Malheureusement, il n'a pas pu le faire, car hier matin, il nous a quittés après une longue maladie. Et avec Jimmy Schulz, nous avons perdu un des pionniers de la politique numérique en Allemagne, car il s'est engagé très tôt pour que les thèmes de l'IGF soient également les thèmes du Parlement allemand. Avec son engagement, il a contribué de manière notable à ce qu'aujourd'hui, nous ayons une commission numérique au sein du Bundestag. Et depuis 2017, c'était particulièrement important pour lui de pouvoir présider cette commission. Et nous perdons un collègue très cher, un ami fidèle, qui a su, au-delà des groupes politiques et des tendances politiques, à faire part de sa passion pour ces différents thèmes. Et l'IGM et la politique mondiale perdent avec son départ un pionnier d'Internet, une personne passionnée, surtout un monde qui est particulièrement sous pression à l'heure actuelle, car il s'est constamment engagé pour l'éducation numérique et nous perdons ainsi pas uniquement une personne exceptionnelle, mais également un combattant pour une politique numérique qui devait servir à une fin, à savoir servir l'humanité. Jimmy Schulz nous manquera beaucoup. Et nos pensées vont vers sa femme et ses 3 enfants. Merci, messieurs. Et à présent, je vais tous vous prier de respecter un moment de silence et d'honneur pour les personnes qui nous ont quittés. Thank you very much. Je vous remercie. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci pour cette minute de silence et de commémoration. Donc, nous passons à présent à la partie de l'après-midi dédiée au panel de haut niveau. Il y a 3 sessions successives d'1 heure chacune et je suis ravie de vous annoncer les intervenants et les animateurs dans un instant. Mais ce que nous allons faire pour la première fois, il me semble, au cours de l'histoire de l'IGF, c'est d'essayer de vous faire participer tous numériquement, car nous avons un excellent outil qui s'appelle Slido. Peut-être que vous le connaissez déjà. Et vous pouvez à présent vous connecter. Donc, si vous pouviez sortir votre téléphone, s'il vous plaît, dans vos smartphones. Donc, soit vous utilisez votre lecteur QR pour pouvoir scanner ce code, ou si vous avez un téléphone plus moderne, vous pouvez tout simplement utiliser votre caméra, prendre ce code en photo qui vous connectera directement avec Slido et ensuite vous pourrez ouvrir le navigateur et sous le mot dièse, vous pourrez
saisir IGF 2019. Et ce que nous essayons de faire, et je l'ai dit au préalable, il y a plus de 2000 personnes ici présentes dans la salle et nous avons des personnes qui collaborent également par l'intermédiaire de Zoom, qui est un autre outil, à savoir dans les pôles à distance. Et nous aurons également toutes vos questions. Et nous vous prions de nous excuser d'avance de ne pas être en mesure d'aborder toutes les questions qui seront posées avec 6 interventions et ce en une seule heure. Mais pour l'IGF, il est particulièrement important, et pour son équipe d'ailleurs, de savoir quelles sont vos questions et de connaître votre expertise, bien entendu. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous envoyer vos questions, même si, malheureusement, nous ne serons en mesure vraiment de n'aborder que quelques-unes de ces questions. Et cela se fera au cours du dernier tiers de la discussion. Donc, souriez-moi ou montrez-moi votre pouce, que je sache que si cela fonctionne ou pas. Cela fonctionne plus ou moins? Donc, quand vous le souhaitez, vous pouvez poser vos questions au panel dont je passe la parole à l'animateur de la première séance sur l'avenir de la gouvernance d'Internet et je passe pour ce faire les différents membres du panel avec l'animateur et je vais commencer par vous présenter l'animateur, à savoir Vincent Cerf, qui est un pionnier de l'Internet américain, qui est reconnu comme étant l'un des pères fondateurs d'Internet, le vice-président de Google également. Il a reçu de très nombreux titres honorifiques, dont la médaille nationale de la technologie, le prix Tonic et la médaille présidentielle de la liberté, pour n'en mentionner que quelques-unes. Donc, je suis ravie de vous avoir parmi nous, Vincent, et quel que soit le siège qui est le vôtre, écoutez, installez-vous, vous le souhaitez, et si vous me permettez de présenter les membres de votre panel, donc je vais vous prier de venir sur scène à présent. Je vais commencer avec Sir Tim Berners-Lee, dont le travail visionnaire et innovant a transformé quasiment tous les aspects de notre vie. Le Time Magazine l'a mentionné comme étant l'une des personnes les plus importantes du XXe siècle. Il a inventé le World Wide Web en 1989 et plus tard, il est devenu le directeur fondateur de la fondation World Wide Wide, dont l'objectif est d'établir le réseau comme étant un bien public mondial, ainsi qu'un droit fondamental. Et je suis ravie de vous avoir parmi nous. Et je vais commencer par Madame au fond, car Andrienne Esterhuizen, je vous prie de bien vouloir venir. Ah non, je vous prie de m'excuser. Je vais commencer. Goran Marby, qui est le PDG et le président de ICANN, et ce depuis 2016. Il fait partie du Conseil d'identification électronique suédoise. Il a plus de 20 ans d'expérience dans le secteur technologique et web. Et je continue avec Eugene Min, qui est le sous-secrétaire général pour les affaires économiques et sociales auprès des Nations Unies. Il conseille le secrétaire général dans 3 domaines du développement durable, des domaines socio-économiques et environnementaux. Et il entretient des partenariats clés avec le gouvernement, les agences onusiennes ainsi que la société civile. Je continue avec Makito Yamada, qui est le vice-ministre des Affaires intérieures et de la communication du Japon. Et depuis l'été 2015, elle a été la directrice générale de la stratégie TIC mondiale auprès du bureau du ministre des Affaires intérieures et de la communication. Et elle est devenue la première secrétaire générale femme auprès du Premier ministre japonais. Soyez la bienvenue. Et je vous prie de bien vouloir vous expliquer parce que manifestement il y a eu un changement, donc je vous prie de bien vouloir vous présenter. Bon après-midi à tous. Je suis Alison Gould et je suis de l'Afrique du Sud, de l'université de Cape Town et je suis une universitaire et je suis spécialisée dans la recherche des différentes politiques, notamment la politique régulatoire sur l'ensemble du continent africain. Et ici, Anno Cassis, qui est le responsable, le chef du département des affaires étrangères de la Suisse. Donc, joignez-vous à vous et appréciez cette conversation. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Il s'est avéré que nous avons fait des recherches préalables sur certains membres de notre panel et je vais vous faire part de quelques secrets que nous avons découverts. Nous avons découvert que le vice-ministre Yamada, par exemple,
a pris les cours de gospel et elle appartient à un groupe de gospel et elle prend des cours de chant 2 fois par mois. C'est sa chanson préférée. Your latter will be greater, mais son autre chanson préférée, c'est Oh Happy Days. Et nous espérons qu'à la fin de cette conférence, eh bien, nous chanterons tous Oh Happy Days. Donc, soyez la bienvenue dans ces panels. Et c'est également avéré qu'à ma gauche, nous avons un autre secret de Sir Tim Berners-Lee, c'est qu'il aime faire de la course et qu'il fait de la course et qu'il court d'ailleurs également à Berlin. Donc j'espère que vous n'êtes pas venu en courant. Et nous avons également découvert que M. Goran Marty, à ma droite, est un chef. En fait, il a fait une formation de chef et cela explique d'ailleurs pourquoi le programme qu'il a lancé porte des noms tels que calzone, fraise, baobab et voie lactée. Je suis désolée que je n'ai aucun autre secret. Ah si, encore un secret que j'ai découvert concernant M. Cassis, qui est le chef du département des affaires étrangères suisse, qui est physicien, qui exerce... En fait, c'est un médecin qui exerce la médecine préventive et il semble que cela va être très pertinent pour nos discussions d'aujourd'hui, à savoir la gouvernance d'Internet et son avenir, car nous souhaitons anticiper bien entendu les maladies et promouvoir la santé sur Internet. Donc, nous avons un médecin parmi nous. Et vous concernant, est-ce que vous avez un secret dont vous souhaiteriez nous faire part, monsieur le secrétaire? Oui, non, moi je suis très transparent, répond monsieur. Addison, est-ce que vous avez un secret dont vous souhaiteriez nous faire part? Ce n'est pas un impératif, bien entendu. Vous pourriez peut-être éventuellement utiliser un micro. Il est branché, tout à fait. Vous pouvez bien entendu intervenir. Il y a malheureusement un petit problème de micro, nous n'avons pas de son. Commençons par l'avenir. Manifestement, le micro de madame n'était pas allumé. Il faut combien de techniciens pour arriver à brancher un micro? Donc, commençons par quelques observations. À savoir que le spectre d'un Internet divisé, un splitternet, où les marchés sont